Baptiste. Bonjour à toutes et tous. Alors vous publiez votre troisième livre qui s'appelle La balade de l'enfant gris. Et ce qui est spécial chez vous, c'est que vous êtes médecin généraliste et que vous êtes mis à écrire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? C'est quand on est soignant, quand on est médecin, on est au contact de l'humain, dans tout ce qu'il y a de plus aigu de la relation entre deux êtres humains. La personne vient, elle est malade, elle a mal, elle a peur, elle ne sait pas, vous savez, et donc ça crée immédiatement une relation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la vie tous les jours et qui génère parfois des instants bruts d'humanité. Et moi, ces instants bruts, je les ai accumulés au cours de mes études, au cours de mon métier au début, vraiment. Et je me disais, mais si je ne les raconte pas, si je ne les transmets pas, si je ne les partage pas, alors c'est gâché pour toujours. Et moi qui les ai vus, si je ne les partage pas, non seulement je gâche cette histoire, mais je me gâche aussi en tant qu'être humain qui voit cette histoire. Et donc c'était vraiment la volonté de partager et de dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui est beau. Et voilà, par exemple, Jean-Pierre Pernaut ne va jamais ouvrir le journal de 20h en disant une aide-soignante vient un quart d'heure plus tôt le matin dans tel hôpital et repart un quart d'heure plus tard le soir, juste pour faire un massage abdominal à un patient qui est constipé, pour lui éviter de prendre des laxatifs, elle préfère faire un massage abdominal. Et pourtant, ce simple geste-là de prendre sur son temps personnel pour éviter de surmédicamenter le patient, mais c'est ça l'humanité, c'est ça la définition même de ce que devrait être l'humanité. L'idée qu'il y ait un endroit qui soit ouvert 24 heures sur 24, 364 jours par an, où on puisse se réfugier si on est mal, si on a envie de mourir, si on est malheureux, un endroit où on va nous accueillir, nous écouter et essayer de nous aider à traverser ce moment difficile de nos vies, c'est la définition de la civilisation. C'est là qu'elle est la civilisation. Et si on ne parle pas de ces moments-là, on a tendance à oublier qu'ils existent. Et vous avez commencé quand à écrire? Vous écrivez depuis toujours? Bon, quand j'étais petit, j'écrivais plus de petits contes comme ça, mais... Déjà quand même. Un petit peu, j'aimais raconter des histoires. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à l'hôpital en tant qu'étudiant, j'ai vraiment été bouleversé par la beauté de mes confrères et de mes consoeurs. Une aide-soignante qui fait ça, ou alors parfois ça tient à rien, parfois c'est juste une petite... une petite coexistence de trajectoire qui fait qu'on se dit ça c'est beau et personne ne le voit, pourquoi moi je le vois et je ne le raconte pas, il faut que je le raconte. Je vous donne un exemple. Un jour, je travaillais en gériatrie avec des personnes âgées et on reçoit un patient très âgé qui avait une cicatrice énorme sur le visage, une très vieille cicatrice. Et évidemment, dans le service, ça jase, tout le monde veut savoir comment est-ce qu'il s'est fait cette cicatrice. On veut savoir, on est curieux, c'est humain la curiosité. Personne n'osait aller le voir et un jour, je prends mon courage à deux mains, je rentre dans sa chambre et je lui demande, racontez-moi l'histoire de cette cicatrice. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la personne âgée était super contente de me raconter comment, quand elle avait 4 ans, donc ça remontait, elle était dans le salon de coiffure de son oncle, en train de courir, et à l'époque, les barbiers aiguisaient leurs lames sur des ceintures comme ça, et le barbier a donné un coup comme ça en arrière, le petit passé, et il s'est coupé le visage comme ça. Et il disait, et je me souviens de cette phrase, il disait, ça ne m'a pas empêché de trouver une femme et de lui faire 4 enfants. Et dans la chambre juste à côté, on avait une patiente sensiblement du même âge, qui était une rescapée des camps de la mort, et elle avait au niveau du poignet le tatouage avec son matricule, et tous les matins, je me souviens, elle prenait un peu de poudre et elle cachait ce matricule. Et donc, dans une chambre, on avait quelqu'un qui était très fier de sa cicatrice, qui lui avait permis de trouver une femme et d'avoir quand même 4 enfants, et de l'autre, on avait une femme qui, tous les matins, cachait sa cicatrice intime, sans que je sache pour quelle raison exacte, et personne ne voyait ça dans le service, que la coexistence de ces deux trajectoires était profondément émouvante. Voilà. Mais vous prenez des notes, par exemple, sur tous ces moments-là? Non, vous savez, quand on fait médecine, on a une bonne mémoire et on enregistre facilement. Je ne prends pas de notes, ça vient facilement. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour faire le premier livre que vous avez fait? C'est-à-dire pourquoi tout d'un coup vous êtes passé à l'acte? Bien sûr. Alors c'est une histoire toute simple. J'étais jeune étudiant, je devais avoir 23-24 ans. Et je travaillais au SAMU, alors j'étais de nuit, de garde au SAMU. Et on était 2 équipes et on nous réveille à 4 h du matin. Les 2 équipes sont réveillées en même temps. La deuxième part sur un accouchement difficile à l'autre bout de ma ville. Ça se passait très très mal, la mère était en danger, le bébé était en danger.
Et nous, on part sur une IMV, une intoxication médicamenteuse volontaire. C'est une jeune de 16 ans qui venait de rompre avec son petit copain et qui avait avalé des médicaments. Et donc, je me souviens, on traverse la ville, et une ville de nuit, c'est très particulier parce que c'est très différent de ce qu'on peut connaître du jour. C'était quelle ville? C'était dans la région toulousaine. Et donc, on traverse la ville, on arrive dans un internat avec des jeunes lycéens qui étaient réveillés et qui voyaient leur copine étendue sur le sol avec le pompier qui massait le thorax de la jeune fille. Et c'est épuisant, un massage cardiaque, c'est vraiment épuisant. Donc, moi, je remplace le pompier pendant que mon chef commence à intuber la jeune fille pour lui permettre de respirer. Et on s'est battu, pendant 25-30 minutes, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et c'était trop tard, la jeune fille est partie, et on n'a rien pu faire pour la retenir. Et donc je me souviens de 5 h du matin, en pleine nuit, on dépose le corps de la jeune fille dans sa chambre, sur le lit. Il y a des photos d'elle sur le mur. Je me souviens d'une photo d'elle à la plage avec sa maman qui lui fait des tresses. Et je me souviens cette photo qui tombe sur le lit à ce moment-là, au moment où on pose le corps de cet enfant, quoi. Et moi, j'arrêtais pas de penser à l'idée qu'il y avait des gendarmes qui allaient réveiller des parents en pleine nuit pour leur annoncer l'indicible, quelque chose d'impossible à dire. Et on reprend la voiture et l'ambulance, et dans l'ambulance on revient à la base et en plein cœur de la ville, endormi comme ça, et personne ne parlait parce qu'on était tous bouleversés par ce qu'on venait de vivre, par la mort de cette gamine, la mort idiote, parce qu'un premier amour déçu, on a tous vécu ça, on s'en est tous sortis, et avec le recul, quand on vieillit, on se dit, il fallait passer par là, mais c'était pas si grave ou aussi grave que je l'imaginais à l'époque. Et donc on se disait, mais quelle mort injuste. Et là, il y a eu des parasitages sur notre radio interne au SAMU, et on a entendu, à 4 h du matin dans Toulouse, au même moment, le premier cri du bébé, que le bébé poussait à l'autre bout de la ville. Ce bébé qui finalement est venu au monde, est venu très bien, sa mère allait très bien. On a entendu, c'était du langage technique, mais on a entendu le chef du SAMU de l'autre ambulance dire Adgar 10 sur 10, c'est un terme technique pour dire que l'enfant va super bien. Et là on s'est tous regardés, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Qu'est-ce qui se passe, cette coexistence de cette gamine qui meurt et ce gamin qui ne devait pas venir au monde et qui finalement vient au monde très bien? Et je me suis dit, c'est ce moment-là, ce qui s'est passé de quasiment métaphysique, qui interroge profondément la condition humaine. Je me suis dit, il faut que tu racontes ça, parce que c'est ce qui se passe toutes les nuits pendant qu'on dort et qu'on n'imagine pas. Et c'est la beauté, ce petit théâtre humain, il faut la partager. Voilà. Mais pourquoi en faire des romans et pas juste des témoignages, genre ma vie de médecin Les romans rapportent de l'argent, il faut bien payer la cocaïne et... Non, je plaisante. Pourquoi en faire des romans? Parce que vous aimez raconter des histoires. J'aime raconter des histoires, tout simplement, et je ne vois pas ma vie autrement que de raconter des histoires et de partager l'humanité brute que je croise en tant que médecin. Vous savez, 40 patients par jour, c'est 40 histoires de vie qui sont déposées devant moi, et 40, confiance, 40 plaintes. Il faut accueillir la plainte, il faut accueillir cette confiance, il faut en être digne, mais ça veut dire aussi savoir reconnaître en chacun ce qui fait la spécificité de l'être humain et la beauté de l'être humain. Et il faut se battre pour ça, surtout dans le monde actuel où je pense que raconter le genre d'histoire que je raconte, c'est aussi un acte de résistance contre certaines formes de nihilisme ambiant où le bien vaut le mal. Ben non, le bien ne vaut pas le mal, la vie ne vaut pas la mort, et il faut se battre pour la vie, pour le bien, et il faut se battre pour dire ça existe, il y a de belles choses, il faut se battre pour les belles choses. Et quand vous étiez jeune, et que, enfin vous l'êtes toujours, mais quand vous étiez très jeune, vous avez voulu faire médecine et pas devenir écrivain tout de suite. J'ai hésité vraiment entre les deux. L'idéal, quand j'étais enfant, je voulais être médecin et être écrivain. C'était vraiment mes rêves de gamin. J'ai fait un bac scientifique, donc je me suis plutôt orienté vers la médecine ensuite. Mais toujours avec cette volonté peut-être un jour d'écrire. Donc là, tel que vous me voyez, il y a un petit garçon de 5 ans qui a accompli ses rêves. Voilà, il ne me reste plus grand-chose à accomplir dans la vie. J'ai fait tout ce que je voulais, devenir médecin, écrire des romans. Est-ce qu'écrire justement à partir de ce que vous avez vécu et de ce que vous voulez partager, est-ce que c'est pas une manière aussi pour vous de vous en soulager? C'est-à-dire de ne pas porter tout seul le poids de ses destinées et de... Je me suis souvent posé la question si ça avait un rôle exutoire, comme ça, ou cathartique, mais je pense pas, très honnêtement, parce que, comment dire, vous savez, quand on a 23, 24 ans, et on a la première,
quelque chose qu'on n'oublie jamais, la première mort d'un enfant à l'hôpital qu'on vit en tant qu'étudiant, et on n'oublie jamais ça, parce que c'est parmi toutes les morts la plus injuste, la plus insoutenable, la plus insupportable, et c'est celle qui interroge le plus le sens de la condition humaine. C'est pourquoi vivre dans un monde où les enfants meurent. Moi, c'est vraiment pourquoi le mal existe. Finalement, c'est ça, cette question-là. Et ben, on grandit, on évolue, on s'enrichit, tout ça. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse et j'en aurai peut-être jamais. En tout cas, ça fait de nous des êtres humains qui, à 24 ans, se posent des questions qu'on devrait normalement se poser beaucoup plus tard. Et je me souviens plus quelle était la question. Si c'était une manière d'exutoire quelque part. Non, alors du coup, moi la première mort d'un enfant, pour ça j'ai eu une psy, parce que je me souviens, j'étais sur l'autoroute pour rentrer chez moi et j'étais en larmes en train de pleurer. Et je suis rentré chez moi et mes parents m'ont trouvé dans le salon en train de pleurer dans un pot de Häagen-Dazs que j'étais en train d'avaler comme ça à toute vitesse. Ça c'est un exutoire. Voilà, ça c'est un exutoire, ça c'est cathartique. Ils m'ont dit écoute, va voir une psy parce que c'est normal d'être perturbé et n'importe qui le fait. Et donc pour ça il y a une psy que je payais une fois par mois pour pouvoir pleurer. Et je sais pas qui elle payait à son tour pour pouvoir pleurer dans une sorte de succession de chaînes de larmes, comme ça jusqu'à Dieu ou Emmanuel Macron, je sais pas, celui qui reçoit toutes les plaintes, voilà. Mais moi j'avais la psy pour ça. Voilà. Et parlez-nous donc de ce troisième livre qui s'appelle La balade de l'enfant gris et qui est la vie d'un jeune pédiatre qui est bouleversé, j'adore cette phrase, toute sa vie sera bouleversée à cause de ces 20 kilos d'enfance abandonnés dans le creux de ses bras. Alors parfois on me demande si l'histoire est vraie et je dis oui parce que ce que je raconte là, je l'ai vécu alors je l'ai transformé, je l'ai transfiguré sous forme romanesque, mais donc c'est l'histoire d'un jeune médecin qui un jour arrive à l'hôpital où il s'est attaché à un enfant qui va partir. Il le sait, c'est pas du tout pathos, c'est pas le but du livre, on sait déjà que l'enfant va partir, mais l'interne s'est attaché à cet enfant parce que la mère ne vient jamais voir l'enfant à l'hôpital et que ça énerve l'interne, ça énerve tout le monde dans le service. Et quand l'enfant part, un matin l'interne se réveille et il trouve derrière lui en permanence le fantôme de l'enfant qui le poursuit. Et il dit j'en peux plus, je me suis déjà occupé de toi quand tu étais vivant, maintenant tu n'es plus là, tu continues à me hanter, il faut que je retrouve ta mère pour te rendre à ta mère, parce qu'après tout c'est ta mère qui lui appartient. Et donc il va décider de partir en voyage pour retrouver les traces de cette femme et lui rendre son enfant. Et en partant sur les traces de cette femme, en fait ce livre c'est un portrait de femme, il va comprendre pourquoi cette femme qu'il a jugée ne venait pas à l'hôpital visiter son enfant. Et donc c'est vraiment un livre aussi sur les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des autres personnes et particulièrement des femmes. Parce que vous savez, quand on est enfant, surtout pour les petites filles, on leur lit des contes et à la fin on leur dit ils se marièrent, beaucoup d'enfants et furent heureux. Ce qu'on dit avec cette phrase, c'est tu seras heureux si tu passes par la maternité. Et si tu passes pas par la maternité, tu ne sauras jamais t'accomplir en tant qu'être humain. Et cette phrase est terrible parce que moi j'ai travaillé 6 mois en suite de couches pathologiques, on reçoit ces femmes. Et ben la maternité pour certaines femmes, il faut le dire, ça va pas de soi, ça s'apprend. Et elles en éprouvent une culpabilité terrible parce que toute leur vie on leur a dit tu verras l'enfant né, on te pose sur le ventre et immédiatement tu te sens une femme accomplie, tu te sens mère. Et ben pour certaines femmes c'est pas le cas. Et il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir les déculpabiliser, leur dire vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, ça fait pas de vous des mauvaises mères. Et la source de ce nouveau livre, c'est un événement que vous avez vécu? Oui, parce que j'ai perdu un enfant, j'ai l'impression que c'est le mien, mais parce que c'est tous les nôtres quand on travaille en pédiatrie. J'ai perdu un enfant en pédiatrie et ça m'a tellement interrogé parce que c'était dans des conditions terribles où la mère a fait quelque chose de terrible à son corps défendant qui a précipité la mort de son enfant. Et j'arrêtais pas de me ressasser cette histoire et du coup j'ai pris 2 mois de congé sans solde et je suis parti, j'avais besoin de verticalité un petit peu. Je suis parti à Rome puis à Jérusalem pour un petit peu interroger la question du sens de l'existence. Et donc je suis parti sur un coup de tête à Rome en février. Alors moi j'avais toujours imaginé qu'à Rome, ça doit être chez Vita qui faisait chaud tout le temps. J'ai débarqué en tongs et en claquettes en février à Rome. C'était une très mauvaise idée. C'est sûr. Voilà. Et ça a été un voyage bouleversant où j'ai appris beaucoup sur la nature humaine et beaucoup sur moi. Et où j'ai réussi à transfigurer ce qui s'était passé, cette mort, et en tirer quelque chose de très positif, de très bienveillant et une résilience tout simplement. Voilà.
vous écrivez facilement? Ça vient facilement sous la plume ou vous avez besoin de revenir? Alors ça vient facilement, mais là c'est là aussi qu'on a un éditeur qui nous freine un petit peu parce qu'on a tellement de choses à raconter que l'éditeur a dit écoute, on va couper un petit peu parce que ça tu l'as déjà dit 3 fois. Tu dis oui mais ça c'est important. Et elle te répond oui mais l'idiot, enfin le lecteur est pas idiot, il a compris la première fois, c'est pas la peine de le raconter 3 fois. Mais parce qu'on a tous nos obsessions aussi, on tourne autour. Voilà. Il y a quelque chose qui est très frappant dans le livre, c'est la manière dont vous jouez avec l'écriture même. C'est-à-dire que d'abord il y a plusieurs tonalités. On change de point de vue dans le livre. Des fois on est à la première personne, des fois on est à la troisième, il y a le journal de la mer, et en même temps vous amusez, si j'ose dire, avec la typo. C'est-à-dire que selon le point de vue, c'est pas la même typo. Et il y a même des sortes d'illustrations, de petites photos, ce qui est assez rare quand même dans un roman. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Moi, j'ai toujours aimé dessiner, sculpter, j'adore les arts plastiques, mais en général. Alors, vous imaginez bien, quand on a un super éditeur qui te dit oh, bah, écris-moi un livre, bah, toi, t'écris un livre, mais t'en profites aussi pour assouvir ta passion pour les arts plastiques. Et donc, moi, j'adore imaginer qu'il y a un roman, mais il y a aussi un livre, un objet. Et que cet objet, il faut le travailler plastiquement, c'est-à-dire offrir aux lecteurs et aux lectrices un objet qui, plastiquement, propose quelque chose. Et par exemple, mon deuxième roman racontait les 7 derniers jours de la vie d'un homme qui va être sauvé par une vieille dame qui a décidé de le sauver. Et donc c'était les 7 derniers jours, et donc il y a la pagination est à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la page 300 et puis on tourne les pages, on lit et on arrive comme ça jusqu'à 11, 12, enfin 11, 10, 9, jusqu'à la page 1 où on va savoir... Et l'éditeur il a marché? L'éditeur au début a dit non, je me suis battu, j'ai eu gain de cause, et puis les lecteurs ont adoré et du coup elle m'a dit c'était une bonne idée. Et donc quand je lui ai proposé pour les correctrices, elles vous ont rien dit? Non, c'est le paginateur qui a eu un petit peu de mal au début à s'y trouver. Et pour le troisième, comme tu dis, c'est une histoire de fantôme, mais c'est très dur en littérature, vous savez, de faire exister un fantôme sans basculer dans le surnaturel ou le gnangnan. Et moi, je voulais faire exister ce fantôme. Et pour ça, je me suis dit, bah, utilise la plastique du livre et tout simplement, parce que comme c'est un voyage, de temps en temps, le héros fait des photos de son voyage et il dit sur la photo du paysage ou de l'objet qu'il prend en photo, il dit la position du fantôme. Enfin, il raconte le fantôme était accoudé contre le siège, la main sur le menton appuyé sur la paume de la main. Et donc, je raconte ça dans le paragraphe juste avant, et juste après, je mets la photo d'une chaise, par exemple. Mais il n'y a personne, je vous rassure, il n'y a personne sur la chaise. Et du coup, les lecteurs et les lectrices m'ont dit c'est génial parce qu'on projetait sur la photo et on le voit parce que tu en as parlé juste avant, on le voit et du coup, on voit notre enfant gris à nous, celui qu'on a tous connu un jour ou l'autre, un enfant qui est parti. Et ils m'ont dit, ben, on a voyagé avec notre enfant gris à nous, quoi. Et pourquoi un enfant gris? Alors ça c'est un terme technique en médecine qui m'avait choqué quand on est étudiant en médecine. Vous savez, il y a parfois une grande différence entre ce qu'on nous apprend dans les livres et ce qu'on voit dans la réalité. Par exemple, moi je me souviens de ma première dissection en deuxième année de médecine. Quelle déception, c'est-à-dire que dans les livres, on a alors les artères sont rouges, les veines sont bleues, il y a même des post-it qui jaillissent comme ça, tout est, et puis là on arrive, on ouvre le corps et en fait tout est merdique, on voit rien, tout est rouge, voilà, tout est mélangé, on ne comprend rien, voilà, quelle déception quoi. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait des post-it qui sautent comme ça, et ben en cours, je me souviens, on faisait un cours sur les maladies de l'enfant et notamment les maladies du sang chez l'enfant. Il disait un des symptômes caractéristiques, c'est le teint gris de la peau. Et quand il avait dit ça, je me dis bon, encore un truc de bouquin. Et je suis arrivé dans un service d'hématologie pédiatrique où je me suis occupé d'enfants et j'ai été choqué de voir que pour le coup, c'était vrai, ils ont le teint gris. C'est caractéristique des maladies du sang chez l'enfant. Et ça m'avait bouleversé, parce qu'un enfant, c'est pas fait pour être gris, c'est fait pour être rose, rouge, c'est fait pour avoir plein de couleurs, un enfant. Et ces enfants sont gris, comme s'ils étaient déjà dans une forme de passage, quelque part, voilà. Et ça m'avait bouleversé, vraiment. Ça rajoute, d'un point de vue romanesque, ça ajoute de la mélancolie magnifique. Je suis quelqu'un d'assez mélancolique, mais je pense que pour écrire, il faut avoir beaucoup de nostalgie en soi. Ah oui? Oui. Pourquoi? Il faut se laisser traverser par des émotions, comment dire, à quoi ça sert d'être en vie si c'est pas pour ressentir intensément toute forme d'émotion, que ce soit le deuil, la tristesse, aussi la joie. On est sur Terre pour ressentir, je pense.
Qu'est-ce qui était le plus difficile à accomplir dans ce roman-là? Comment vous dire? Alors, je vais vous raconter. Alors, je sais pas, je me souviens plus parce que je l'ai écrit mais je l'ai pas lu. Vous n'êtes pas relu? Non. Enfin, vous relisez pas les épreuves? Ce qui a été le plus difficile, c'est quand je me suis retrouvé à Rome en tongs et en short en février, et que en errant dans Rome avec cet enfant qui me poursuivait, ce fantôme, je le voyais partout, je voyais ses derniers instants partout. Ce qui a été le plus dur, c'est de errer en ayant froid dans Rome, entrer dans une boutique pour acheter un manteau et des chaussures. Voilà, et des chaussures. Et donc je tombe sur cette peau retournée magnifique, un manteau très chaud comme ça en occasion, une occasion dans une vieille friperie romaine. Et je le mets comme ça, et j'avais tellement froid que je l'ai mis même la nuit parce que j'étais dans un petit hôtel de rien du tout. Et ce qui a été le plus dur, c'est quand 3 jours après, j'ai commencé à me gratter. Et à me gratter partout, mais vraiment en bas, en haut, partout. Et que sous la douche, en écartant les poils, j'ai vu des choses sauter comme ça. Et que j'ai attrapé le manteau, que j'ai écarté les poils du manteau. Et que là, j'ai vu une armée de vermines, de je sais pas quoi, qui grouillaient comme ça dans le manteau. Et j'ai compris pourquoi je l'avais payé si peu cher. Et ce qui a été le plus dur et le plus beau, ça a été de voir, alors que j'étais dans une période terrible de ma vie, parce que je me posais vraiment la question pourquoi vivre si les enfants meurent. Et j'ai été obligé, à Rome, de me raser de la tête aux pieds, ce qu'on doit faire dans ces cas-là quand on a chopé. Et ben, je vous assure que ça a été un des plus beaux moments de ma vie, des plus émouvants, parce que on vient au monde sans un poil sur le corps, et on oublie à quoi on ressemble sans un poil sur le corps. Et moi, à ce moment-là de ma vie, c'est comme si j'avais été remis au monde et qu'on me disait, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est terrible, mais ton voyage commence maintenant et tu le commences vierge, neuf. Voilà. Et c'est vraiment, c'était le moment le plus terrible de ce livre, et aussi le moment le plus heureux où mon voyage a pu commencer et où j'ai pu entamer ma résilience, celle que je raconte dans ce roman. Voilà. Et c'est ça qui vous a aidé à écrire? Voilà, bien sûr. Vous avez des rituels d'écriture? Genre vous écrivez que le matin, que le soir, que... Alors, je n'écris jamais assis, moi j'écris toujours couché, donc je travaille beaucoup chez moi, oui, couché, allongé sur mon canapé, voilà, avec l'ordinateur et un petit coussin. Je travaille aussi de temps en temps, les rares fois où je travaille assis, c'est quand je travaille dans des cafés, mais je ne peux pas travailler ailleurs que dans des cafés ou chez moi. Il faut qu'il y ait une sorte de brouhaha derrière. La vie, mais même ce brouhaha, c'est parfois très bizarre, je veux dire, mais on a l'impression que c'est mille et une voix qui s'entremêlent. Elle nous souffle des choses parfois, j'ai l'impression, et c'est là qu'ils viennent, il suffit d'écouter ce brouhaha où on n'entend rien, et les idées viennent comme ça, naturellement. Quoi. Et pour écrire un roman comme celui-là, vous mettez combien de temps à peu près? Alors, je vais dire un an, ça c'est le temps qu'il fait, mais en temps ressenti, je dirais 13 ans, 14 ans, voilà. Voilà. Et vous avez beaucoup d'idées pour de futurs livres? Oui, là je dois rendre mon prochain la semaine prochaine. Normalement, il devrait sortir en octobre. Et ah ce oui, sera c'est demain, c'est un an demain. Et ce sera je la trouve très belle, mais suis-je bien objectif, une magnifique histoire d'amour pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et qui a à voir avec votre métier de médecin ou pas du tout? Absolument pas, simplement je... Donc c'est la première fois où pour le coup, votre existence... Exactement. Mais là aussi, pour le coup, je m'inspire vraiment parce qu'un jour, mon père a débarqué au cabinet médical où je travaille. Il était parmi les patients, j'étais très étonné. Et il est rentré au cabinet, et puis là, il a fondu en sanglots. C'est la première fois que je voyais mon père pleurer. Puis il a sorti 3 carnets comme ça. Ces 3 carnets qu'il avait trouvés dans un carton au grenier, écrits par mon grand-père. 3 carnets qu'il a écrits dans un stalag en 1940, où il raconte la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lue, mais c'était pas avec ma grand-mère. et donc je raconte cette histoire, voilà. Ah oui. Et vous servez beaucoup des carnets? Alors je m'en sers un petit peu, surtout pour ce qui est, là je triche un peu, pour ce qui est du champ lexical, parce que c'est très compliqué, c'est un autre champ lexical, si vous imaginez bien à l'époque. Après, pour l'histoire en elle-même, oui, il faut en tant que romancier, il faut transfigurer cette histoire, quoi. Mais ce qu'il raconte dans ces carnets, c'est toutes les histoires d'amour se ressemblent, hein. Toutes les histoires d'amour se ressemblent. Et quel regard portent les gens de l'hôpital sur vous, vos confrères, médecins, sur le fait que vous soyez également romancier? Alors c'est... moi j'ai toujours été très, très touché quand... je me souviens d'un de mes chefs qu'on adorait, qui était très grand, qui devait faire presque 2 mètres de haut, très baraque, et on adorait
sortir avec lui en intervention parce que on n'avait jamais peur avec lui. Déjà parce que sur le plan de l'espace, il habitait beaucoup d'espace, et puis en plus parce qu'il était très intelligent, très rassurant, c'était un rock. Et un jour il vient me voir comme ça, il commence à me raconter une histoire qu'il avait vécue, et au fur et à mesure qu'il raconte l'histoire, je ne vous la raconte pas parce qu'elle est extrêmement dure, et au fur et à mesure qu'il me raconte cette histoire, il commence à pleurer, et j'étais vraiment bouleversé, et à la fin je lui dis mais Laurent, ça t'est arrivé quand cette histoire? Et là il me regarde avec les larmes aux yeux, il me fait ça m'est arrivé il y a 30 ans. Et là j'ai compris que le nombre de médecins, de soignants et de soignantes, d'aides-soignantes, d'infirmiers, d'infirmières qui vivent des histoires, qui les enfouissent au fond d'eux et qui les digèrent jamais, jamais, jamais. Et là je me suis dit, c'est incroyable que ça lui ait autant soulagé de venir me raconter cette histoire. Et là, petit à petit, je me suis vu voir arriver devant moi des aides-soignants, des infirmiers qui venaient me raconter spontanément des histoires en disant « Je sais que tu racontes nos histoires, ben moi je vais te raconter celle-ci, je vais te raconter celle-là. » Et ça leur faisait un bien fou parce que ça, c'est très injuste, mais on n'a pas de soupape à l'hôpital. Moi, j'aurais aimé qu'on ait des petits groupes de parole, surtout quand j'étais plus jeune, et juste un chef qui vient me dire, un jour, j'aurais adoré qu'on vienne me dire « Tu as le droit de pleurer. »